Vous êtes donc paléoanthropologue et maître de conférence du Collège de France. Vous aimez tant l'humain que je m'amuse toujours de votre mail qui affiche pic anthrope. Anthropos voulant dire, mais vous êtes une honorable assemblée en grec, chacun sait ici, homme. Vous aimez aborder toutes les grandes questions, et en particulier celles qui sont au cœur de l'évolution de l'homme depuis ses origines préhistoriques, la bipédie en particulier, mais aussi sa sexualité, les questions de communication, les comportements de l'homme. Vous le mettez en regard d'autres animaux proches. Vous aimez beaucoup aussi les chimpanzés, les tigres aussi. La question qui m'est posée, je n'ai pas changé de titre, on m'a demandé de la science, donc voilà. Je suis un bon étudiant. Et derrière cela, comme vous le savez peut-être, en 2007, j'ai sorti un livre qui s'intitule Lucie et l'obscurantisme, car ça a été vraiment un choc, pour moi bien sûr, mais aussi l'ensemble de la communauté scientifique, et même chez l'ensemble des laïcs, soyons très clairs, par-delà donc la communauté des scientifiques, lorsqu'on a vu réémerger ces questions du créationnisme qui venaient, dans le cadre des États-Unis, venir contrarier et remettre en cause ce qui est donc l'enseignement des théories de l'évolution, avec cette idée d'imposer de nouvelles règles entre, d'un côté, les sciences de l'évolution selon Darwin, pour faire simple, et de l'autre côté, les sciences soi-disant créationnistes. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est une histoire qui remonte déjà à 1925, ce qu'on a appelé le premier procès du singe. Et en 1982, c'est quand même assez intéressant, parce qu'ils ne lâchent pas, hein, les créationnistes, je peux vous le dire, ils ne lâcheront jamais. Hein. Et en fait, on avait complètement négligé le fait qu'ils étaient hyper organisés, très bien financés, et qui n'attendaient qu'une opportunité pour se réinstaller sur le champ de la politique et évidemment sur une volonté d'installer tout simplement une théocratie. On est aux États-Unis. Et il y a eu en fait un deuxième procès dit du singe. Alors les singes, je dis, ce sont bons, ils n'ont rien fait là-dedans. Hein. C'est le deuxième procès du singe. Et ce qui est très important, sans entrer dans les détails, c'est que parmi les plaignants, il y avait bien sûr la communauté scientifique, dont Stephen Jay Gould, qui nous a quittés depuis. Il y avait aussi les représentants des grandes religions. Il y avait les représentants du côté de la défense, il y avait aussi, et c'est très important, les associations laïques et les associations d'enseignants. Donc toutes ces personnes étaient ensemble contre la volonté hégémonique des créationnistes. Et le juge Overton a posé la question à Stephen Jay Gould et un grand philosophe des sciences, Michael Ruth, qu'est-ce que la science? Et Luc Ferry a dit, donc ça va être rapide, la science, c'est de proposer des connaissances et des modèles sur ce qu'est la nature, des connaissances sur la nature qui sont réfutables. C'est-à-dire, un discours scientifique, c'est un discours que l'on peut falsifier. On peut toujours le questionner et contrôler s'il est valide ou pas. Et de fait, le juge Overton, pratiquant, croyant et pratiquant, a donc débouté les prétentions créationnistes à dire qu'il y avait une science créationniste, parce que justement, le créationnisme est à l'encontre totale de l'idée de réfutation, puisque dès le départ, ils postulent une vérité, et ils ont plutôt tendance à éliminer les faits qui ne vont pas à l'encontre de leur postulat, et à aller chercher ceux qui les confirment. Or ça, ce n'est pas de la science. Pour vous donner une très bonne idée de la réfutation et d'un modèle et sa réfutabilité, il n'y a rien de mieux que l'Isaac Story d'Yves Coppens. En 1980, Yves Coppens fait une merveilleuse synthèse de l'ensemble des connaissances disponibles autour des origines de la lignée humaine en Afrique. À cette époque-là, les plus anciens fossiles connus, notamment Lucie, étaient à l'est des vallées du Rift. Parmi les milliers de fossiles découverts, il n'y avait aucun fossile de grand singe. Je le dis bien à cette époque. Deuxièmement, tous les grands singes actuels, donc biogéographie, sont à l'ouest des grandes vallées du Rift. Donc, je rappelle, les grandes vallées du Rift, ça part du
triangle des Afars, donc en Éthiopie, et ça descend le long des grands lacs et des grands fleuves africains jusqu'au Mozambique. Troisième discipline, c'est important, vous allez comprendre. Troisième discipline, la géologie, qui nous dit que les vallées du Rift se déforment vers 6-7 millions d'années. Et quatrième discipline indépendante, et ça c'est fondamental dans ce qui suit, notamment la génétique qui rentre avec fracas dans le domaine, qui nous dit la séparation des chimpanzés et des hommes, c'est vers 6-7 millions d'années. Eh bien, on appelle cela la consilience, mesdames et messieurs. La consilience, ça veut dire que plusieurs disciplines indépendantes, je les recite parce que c'est fondamental. La paléanthropologie, donc les fossiles. Deuxièmement, la géologie. Troisièmement, la biogéographie. Quatrièmement, la génétique. Toutes convergent indépendamment vers un même modèle. Et je rappelle, parce que Yves Coppens aime bien dire qu'il n'est pas darwinien, mais c'est le plus darwinien que je connaisse dans les faits. Yves Coppens, en fait, est le seul à avoir proposé, en fait, une théorie cohérente après Darwin en 1871. Il n'y a jamais eu de théorie réfutable sur les origines de l'humanité entre Charles Darwin 1871 et Yves Coppens 1980. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Nous autres, les scientifiques, et moi j'ai souvent le débat, des gens m'ont dit « Ah oui, mais Coppens s'est trompé, disent-ils. » Mais les gens qui disent ça n'ont pas compris la science. Le but des scientifiques, c'est de faire avancer les connaissances. Et pour nous, les modèles ne sont que des buts. Non, je suis planté, ce ne sont que des moyens. Et, trouvez-les là. Bon. Les modèles ne sont que des moyens et non pas des buts. Ce qui veut dire que derrière, Yves Coppens a financé des recherches qui, les unes, vont confirmer en l'an 2000 la découverte par Aurorine de 6 millions d'années, donc de l'Isaac Story, et 2 ans plus tard, patatras, Toumaï, découvert par Michel Brunet et ses équipes, bien sûr, qui se trouve à 2500 km du mauvais côté de l'hypothèse d'Yves Coppens. Alors des gens se disent, Yves Coppens s'est trompé. Non, parce que la science ne recherche pas la vérité. La science cherche à donner la meilleure connaissance possible de l'ensemble des faits connus dans un domaine dans lequel, évidemment, elle a ses objets. Nous autres, c'est la paléanthropologie, ça peut être la sociologie, ça peut être d'autres domaines, ou la cosmologie. Et donc, vous voyez la compréhension des sciences. Ben pourquoi? Parce que dès qu'on touche à l'homme, évidemment, on touche à notre grande tradition, qui est celle des grands monothéismes, l'homme à l'image de son créateur, et de ce fait, dès qu'on touche à l'origine de l'homme, on ne peut pas éviter de, évidemment, fréquenter, voisiner, voire incommoder les textes sur la création. Donc voilà, donc l'hypothèse de Coppens était parfaitement réfutable. Dans l'état actuel des connaissances, eh bien, c'est à l'est que ça se passe, avec Toumaï, qui pour l'instant tient la corde. Et puis entre-temps, on a trouvé d'autres fossiles, comme Ardipithecus, qui eux sont plus proches des chimpanzés. Donc l'Isaac Story redevient la West Side Story. Moi je suis content, parce que voilà, j'adore la West Side Story. Donc, mais on s'en fout que je sois content, parce que justement, c'est pas ça la science. Et je vous rappelle que la consilience, vous voyez, c'est important, parce qu'on est complètement à l'encontre de la science créationniste, qui elle n'admet qu'un postulat premier, de chercher les données, et tout ce qui ne va pas en accord avec elle, elle élimine. C'est du blasphème, c'est la non-vérité, c'est l'incompréhension. Donc en fait, elle va passer son temps à réfuter donc, les preuves matérielles ou matérialistes, en l'occurrence, des sciences. Donc ça, c'est important de le rappeler. Et d'ailleurs, quelqu'un l'avait très bien vu, c'était Jean-Paul II. Le 24 octobre 1996, Jean-Paul II fait une très belle conférence devant l'Académie pontificale, où je rappelle d'ailleurs, il n'y a pas dans cette académie que des croyants, il y a aussi des athées. Et là, il dit cette phrase que je vais citer un petit peu par cœur, donc elle n'est pas exacte, bien évidemment. Il dit « Il est tout à fait remarquable de constater que cette théorie... » Alors, il ne la cite pas, mais c'est la théorie de l'évolution. Donc, il est tout à fait remarquable de constater que cette théorie est arrivée à une convergence non recherchée de disciplines des sciences de la vie et même de la médecine. Et en soi, cette convergence représente un élément absolument fondamental sur la validité de cette théorie. Vous voyez, donc, les théologiens l'ont bien vu, le pape François, ça va bien, Benoît XVI nous a un peu inquiété, lui, entre les deux. Donc voilà. Alors, derrière cela, qu'est-ce qui se passe? On voit bien qu'il y a eu une grande évolution dans les relations entre les sciences et les croyances, et notamment Dieu, puisque c'est la question qui est posée, tout en précisant qu'il faut distinguer aussi Dieu et la religion, ou les religions. Et un des premiers qui va bien faire cela, c'est Voltaire, qui va distinguer très clairement ce qu'il appelle le théisme. Donc le théisme, c'est les croyants, je crois en Dieu, et Dieu est toujours présent dans sa création. Donc en fait, pour les théistes,
Dieu est toujours présent avec sa création et tout ce qui se passe autour de nous est la volonté de Dieu, que ce soit pour ses bienfaits ou les punitions qu'il peut nous infliger. Il y a une deuxième conception de Dieu qui émerge justement sous l'impulsion des sciences à partir de Galilée, qui va être donc le déisme. Le déisme, c'est de croire qu'il y a une entité qu'on peut appeler Dieu, mais que Dieu s'est retiré de sa création. Mais dans sa grande prévoyance, Dieu a installé des lois qui régissent ce qu'est l'univers. Par conséquent, tous les grands scientifiques, alors évidemment Galilée a eu quelques problèmes, mais ça c'est un livre intéressant d'ailleurs de Claude Allègre, sur le procès Galilée. Galilée n'a pas été très habile dans cette affaire-là vis-à-vis du pape Urbain VIII, qui était quand même assez ouvert à ces questions. Mais néanmoins, Galilée, à la fin de son procès, dira cette chose, et ça a été dit par une dame justement tout à l'heure dans les questions, dans les interventions. Il disait dans une lettre à la reine Christine, pas Christine de Suède, c'est Christine de Lorraine en fait, à chaque fois on se trompe, enfin qu'importe, elles ne sont plus là. Et là, il dit, la religion dit comment on va au ciel, la science dit comment va le ciel. C'est ce que Stephen Jay Gould appellera beaucoup plus tard dans un livre qui s'intitule Et Dieu dit que Darwin soit, qui est un livre assez intéressant à cet égard, ce que Darwin appelle la séparation des Gould, pardonnez-moi, appelle la séparation des magistères. Il dit, et la dame de tout à l'heure l'a très bien dit, il y a une façon d'interroger le monde qui est la science, qui fait appel à la raison, au doute méthodologique, et qui fait appel évidemment à la rationalité qui est universelle, et à des modélisations, et qui ne fait intervenir que des interprétations matérialistes. Ça c'est la science, c'est le périmètre de la science. Et par conséquent, Stephen Jay Gould dira, il y a une séparation des magistères, tout ce qui touche, comme l'a très bien dit Luc Ferry, à justement la foi ou le mystère, eh bien effectivement, quelqu'un qui est croyant n'a pas besoin de preuves matérielles de sa croyance. C'est un oxymore, c'est une contradiction fondamentale par rapport à la foi. Et moi je vous dis ça, en plus je ne suis pas croyant, donc je vous le dis très clairement. Et d'ailleurs, vous remarquerez que dans mon propos, je ne dirai jamais que je suis athée, je suis non-croyant, ce qui est un peu plus, non pas subtil, mais une position qu'on pourra éclairer si vous voulez dans les questions. Derrière cela, il y a immédiatement, après l'affaire Galilée, un accord tacite, un gentleman agreement, entre la théologie et les sciences. Les Newton, les Halley, les Locke, etc., sont des gens, Voltaire, Buffon, qui sont déistes. Eux, ils combattent la religion comme institution qui prétend régir à la fois la société, ses mœurs, la famille et aussi le domaine des connaissances. Donc, j'entends des fois dire que Voltaire était athée. Non, Voltaire n'était pas du tout athée. Il était déiste, comme Diderot, comme Buffon, etc. Eux, ce qu'ils combattent, c'est la religion, parce qu'ils veulent évidemment, on a tous appris ça à l'école, la libération de la société, justement, de l'obscurantisme, et évidemment, de son immobilisme tenu par la royauté et la religion, évidemment, qui se tiennent la main. Donc, voilà des confusions qui sont dommageables. La première période, alors ça, je peux vous dire, c'est un livre que je vais faire, il va demander un boulot d'enfer. Il y a deux personnages clés qu'on a complètement oubliés, dont un vous connaissez le nom, mais ce n'est pas le bon. Il y en a un qui s'appelle Jules César Alexandre Vanini. Jules Alexandre César Vanini avait été passé par l'université de Padoue, qui était néoplatonicienne. Il va venir au Collège de France. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Vanini aura un poste au Collège de France identique à celui que j'ai, et lui, il s'est fait cramer. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer après. Et Vanini est vraiment un des premiers athées revendiqués, avec l'émergence des sciences, parce que c'est Galilée, etc. Et Vanini dira effectivement que l'homme et le singe ont peut-être des relations communes. Alors vous imaginez bien le blasphème que ça peut être. Alors c'est un personnage fantasque qui a été soutenu par le roi, il s'est retrouvé à Londres, donc c'est un personnage quand même vachement éclectique, au sens d'Erasme, mais un peu provocateur, plus que cela d'ailleurs. Et malheureusement, il va finir brûlé à Toulouse en 1769. Et c'était tellement horrible que, comme on le dit dans La Vie de Rose, ses cris sont encore inscrits dans les murs de La Vie de Rose. C'était un supplice abominable. Donc ça, c'est une première histoire. Bon, j'en ai un autre nom, mais j'en parlerai pas. L'autre, c'est Cyrano de Bergerac, mais le vrai, pas celui de Rostand. Mon pif. Non, le vrai qui est né dans les Yvelines. Bon, déjà, ça fait tomber un peu le mythe. Hein, donc, je suis Cyrano de Bergerac des Yvelines.
Et ça, on a complètement oublié une période que l'histoire a complètement occultée, mais je sais, il y a eu un très beau numéro censé à venir, des numéros spéciaux là-dessus. Le jeune Louis XIV, c'était un type absolument génial. On a tous retenu Louis XIV de Versailles, mais c'était déjà la prison dorée, il a maintenant des boules, donc c'était la fin, quoi, on ne se marre plus. Hein. Mais le jeune Louis XIV de Saint-Germain-en-Laye, il invente tous les arts de la scène, c'est lui qui va créer l'Académie des sciences, et Versailles, c'est un enjeu technologique absolument majeur, parce qu'amener l'eau depuis des dizaines, voire des centaines de kilomètres, c'est un enjeu technologique, scientifique extraordinaire, et il faut réhabiliter le jeune Louis XIV. Et Cyrano de Bergerac était en fait un libertin, au sens, alors il était libertin dans tous les sens, mais au sens philosophique, et ces gens étaient vraiment athées. C'est la première fois que dans l'histoire de l'Occident, on a des gens avec le mouvement des sciences qui sont vraiment athées, qui recherchent les causes matérialistes et qui vont être les premiers. Le premier texte qu'on appelle une dystopie, c'est-à-dire un texte contre les utopies. Donc un des bons exemples de dystopie, c'est Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, ou c'est par exemple La planète des singes de Marcel Limboul. Le premier grand texte dystopique, c'est les chroniques des empires et des états de la Lune et du Soleil. Et c'est la première fois, donc il va derrière de dire qu'il y a un monde avec des humains qui, de l'autre côté de la Lune, c'est aller à l'encontre d'une Terre qui est au centre du cosmos, avec un seul homme au centre de l'univers, à l'image de Dieu. Donc Cyrano de Bergerac est un personnage absolument extraordinaire, et sur la Bipédie, cher Dominique, il a raconté des trucs, ça c'est, vous allez voir, arriver bientôt d'ailleurs, je suis en train de terminer un livre dessus. Donc voilà, donc ça c'était oublié. Alors eux, franchement, ils étaient purement athées, et ça ne s'est pas très bien passé pour la plupart d'entre eux. Bon, Cyrano est échappé au bûcher, et Vanini, Giordano Bruno, donc dire la pluralité des mondes, ça n'a pas été ça. Le deuxième grand mouvement, ça va être évidemment les Lumières. Donc j'ai déjà cité ces grands scientifiques. Et là, je vous l'ai dit, ils ne sont pas athées, quant à eux. Donc il y a eu un mouvement athée, mais qui était complètement oublié, avec les philosophes libertins qu'il faut retrouver. Ces gens-là étaient absolument extraordinaires. Et ça va être donc la théologie naturelle. En fait, aujourd'hui, vous savez, les créationnistes nous contestent sur les dates de la création de l'univers, l'âge de l'émergence de l'homme, etc., etc. Mais je peux vous dire, parce qu'un monsieur tout à l'heure disait à Luc Ferry, il faut relire les textes, vous en avez oublié, il n'y a aucune indication de date dans les jours de la création. Effectivement, les mammifères arrivent, les oiseaux arrivent sur 2 jours différents. L'homme arrive d'ailleurs en tant que des animaux et les mammifères, sont très clairs. L'homme n'a pas un jour à part pour sa création dans les textes de la Genèse. L'homme n'a pas un jour que pour lui. Il est créé avec les autres animaux. Ça, c'est important de le rappeler. Et derrière cela, donc, il y a ce compromis que j'ai déjà évoqué avec Galilée, qu'a repris Stephen Jay Gould, et que Buffon dira avec élégance. Nous, et c'était dit par la dame de tout à l'heure, il a dit, nous ne nous intéressons pas aux causes premières, mais on s'intéresse aux causes secondes. C'est-à-dire, une fois que c'est créé, c'est l'affaire des scientifiques. C'est l'affaire des scientifiques, c'est le monde matérialiste avec la méthode scientifique. Ça, c'est bien beau, mais justement jusqu'à Darwin. Si ça vous intéresse, vous avez un très très beau livre de Patrick Thor, magnifique philosophe et épistémologue français, qui s'intitule Darwin, Dieu et Darwin. Et là, ce qui est passionnant, c'est qu'il y a un vrai compromis, puisque vous avez tous appris, plus ou moins bien, les lois de la gravitation universelle. Et des gens comme Kepler, qui vont décrire donc la Terre est sur une orbite qu'une ellipse, il est vachement déçu. Il aurait tant voulu que ce soit un cercle, le cercle étant la perfection divine. L'art cistercien, c'est le cercle, c'est Saint Bernard, ça veut dire qu'on revient toujours à l'amour éternel. Il y a une symbolique du cercle qui est extraordinaire. Et Kepler, il se dit, merde, cette ellipse, c'est quand même pas sympa. Donc c'est l'idée de perfection qu'on évoquait tout à l'heure. Donc il est déçu, mais ça tourne quand même, comme dira Galilée, pourtant il tourne. Et derrière, Newton était aussi un très grand métaphysicien. D'ailleurs, Newton est tellement inspiré par les textes de la Genèse qu'il dira qu'il y a 7 couleurs fondamentales. Il n'y a jamais eu 7 couleurs fondamentales. C'est les 7 jours de la création. C'est aussi simple que cela. Donc, Newton est un immense génie. Et d'ailleurs, l'expression que j'ai citée tout à l'heure du livre de Stephen Jay Gould, « Et Dieu dit que Darwin soit », en fait, c'est une expression du grand poète anglais Alexander Pope, qui, sur le tombeau de Newton, dira « Le monde a été créé parfait et Newton est le génie qui l'a décrit ». Et
dira « Et Dieu dit que Newton soit ». Donc il y avait vraiment, alors c'est pas la recherche du concordisme, hein, c'est vraiment l'idée qu'effectivement les scientifiques vont décrire le génie de la création, et qui plus que les équations de Newton dans lesquelles le temps n'intervient pas, expriment un monde qui est parfait, qui est parfaitement huilé, si je peux me permettre, parce qu'évidemment, c'est l'image du grand horloger qui arrive à cette époque-là, le grand horloger. Donc Voltaire va bien distinguer les deux. Le théisme, donc Dieu toujours présente sa création, et tout ce qui se passe autour de nous, et la volonté et la puissance de Dieu, et le monde qui a été créé, qui était laissé à ses lois, et le rôle évidemment des scientifiques est de les décrire, et en faisant cela, les scientifiques honorent le génie du créateur. Voilà, donc tout ça se passe très très bien à partir du XVIe siècle et XVIIe siècle, sauf qu'avec le ciel ça se passe toujours bien, sur Terre c'est toujours moins bien. Et c'est là que les choses vont se gâter avec ce que seront les sciences de la vie. Alors d'abord ça s'appelle l'histoire naturelle. Et là donc il y a un grand engouement à la fin du XVIIe siècle pour la nature qui est considérée comme un temple divin. Charles Linné, qui est quand même fils de pasteur suédois, pas du genre à rigoler avec les textes de la création quand même, il décrit la nature comme un temple divin, et vous allez au bout de la rue, là, quand vous sortirez tout à l'heure, vous allez les noms de rue autour du Muséum national d'histoire naturelle, c'est tous les grands scientifiques, et les théories de l'évolution, mesdames et messieurs, ne sont pas venues du fait qu'on a découvert des fossiles. On avait des fossiles, on ne savait pas ce que c'était. C'est venu d'une compréhension différente, comme l'a très bien dit Luc Ferry. Pourquoi il y a des classifications? Pourquoi il y a des espèces qui ressemblent plus les unes aux autres? Ce sont les classifications. Et donc on s'aperçoit, et là ils n'ont rien demandé les gars, c'est à ce moment-là qu'arrivent les grands singes en Europe, ils n'ont rien demandé. Hein. Mais ils arrivent en plein XVIIIe siècle, au moment où on s'interroge sur la diversité du genre humain, et là on se pose la question, mais sont-ils des hommes ces grands singes? Rousseau pensera. Comme le rappelle Claude Lévi-Strauss. Donc, vous voyez, la question scientifique, c'est aussi l'émerveillement. Luc Ferry l'a dit très bien à propos de Claude Bernard. Et à un moment, ces classifications, vous pouvez les considérer comme la manifestation du génie de Dieu. Il a fait des espèces qui se ressemblent plus que les autres, et les grands singes du Gould, tiens, bon voilà, ils sont quand même assez proches de nous. Et puis d'autres se sont dit, mais peut-être que ça rencontre une autre histoire. Donc on voit bien que l'étonnement, là, amène à une autre façon de voir le même fait, et ce même fait va conduire à l'histoire des espèces. Donc on va passer avec les classifications de l'histoire naturelle aux sciences naturelles, et avec les grands personnages de la fin du XVIIIe siècle, qui sont Erasmus Darwin, le grand-père de Charles, et qui sont bien sûr en France Jean-Baptiste de Lamarck, ils vont dire qu'il y a une histoire. Et d'un seul coup, comme le dira très bien Stéphane Jay Gould, mais grâce à Buffon et d'autres, on va ouvrir le temps profond, le temps qui rend possible le changement et la transformation des espèces. Et là, c'est un bouleversement total. Mais vous croyez qu'on va lâcher le morceau comme ça? Pas du tout. Vous n'avez pas remarqué? Ère quaternaire, tertiaire, secondaire, primaire, cambrien, précambrien, les 6 jours de la création. Donc, contrairement à ce que pensent certains de mes collègues, on ne sort pas de sa culture comme ça. Et c'est pour ça que la science est belle. Parce que la science, c'est une aventure universelle à laquelle participent, sur les origines de l'homme, qui est mon domaine, des hommes et des femmes du monde entier, de différentes cultures, croyants ou pas croyants, ou de différentes croyances et de différentes philosophies. C'est ça la beauté de la science et son universalité. Et son universalité, c'est de se dire, je ne cherche pas la vérité, nous cherchons la meilleure explication possible en utilisant ces méthodes et la réfutation. Et ce qui va bouleverser le monde occidental, et je vais laisser la place ouverte aux questions, ça a été évidemment Darwin. Pourquoi Darwin pose autant de difficultés? Et Darwin lui-même en avait conscience, puisque en 1844, l'année où il va écrire sa deuxième grande esquisse de ce qui sera ce livre majeur, L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, il écrit à son ami John Hooker, « Mon cher ami, je me fais l'effet d'avouer un meurtre. » Et quel est ce meurtre? Darwin n'a tué personne. Ce meurtre, c'est la métaphysique occidentale. Puisque la métaphysique occidentale, sa grande tradition, et qui commence même avant les textes de la Bible, nous avons, et ça c'est ce que nous disent les anthropologues aujourd'hui, comme Philippe Descola du Collège de France, qui fait un travail merveilleux à cet égard, dans le prolongement de Claude Lévi-Strauss, vous n'avez pas idée, mesdames et messieurs, contrairement à ce que disent mes collègues des sciences humaines, les gènes évoluent plus vite que nos croyances.
je vous en donne la preuve. Nous, les Occidentaux, c'est-à-dire cette grande vision du monde qu'on appelle une ontologie. L'ontologie, c'est donner du sens à la vie, hein, du sens à ce qui est autour de nous, et ça, c'est une interrogation humaine. Le propre de l'homme, c'est se poser la question, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, et est-ce que ceci a un sens? Et évidemment, une des réponses sera Dieu. Luc Ferry en a parlé bien mieux que moi, j'en suis certain. Et derrière cela, ce qui est important dans cette affaire, c'est que nous sommes dualistes. Le dualisme, c'est ce que vous avez tous appris à l'école comme moi, et là, par contre, c'est un des points où je m'oppose très fermement à Luc Ferry sur la notion des animaux et de l'animal, c'est que nous avons l'homme et la nature, enfin l'homme et l'animal, pardonnez-moi, la culture et la nature, l'acquis et l'inné. Donc nous sommes dualistes, et dans notre tradition ontologique, nous acceptons que notre matérialité, donc le corps, qui a toujours été perçu comme la cage de l'âme, comme son emprisonnement, et merci Descartes. Quand Descartes a dit que l'âme était indépendante du corps, il a livré le corps à la science. Donc sans Descartes, on n'aurait jamais pu avancer à cet égard. Donc en dégageant l'âme du corps, Descartes nous rend cet immense service, mais derrière cela, Descartes va parler de l'animal machine, comme vous le savez, et nous allons conserver cet aspect dualiste. Donc ce qui fait que quand Darwin et les évolutionnistes avant lui et après lui vont arriver, on va être tout à fait bon pour accepter une évolution matérialiste de notre corps, donc l'anatomie, la morphologie, la paléontologie, mais il reste une question, l'émergence de la pensée, de la rationalité, de l'empathie, de la sympathie. Et c'est là que ça coince. Et Darwin nous dit, le corps et l'esprit, ça marche ensemble. Et à partir de là, c'est une rupture fondamentale avec le dualisme occidental. Car, justement, personne n'a commenté cette affaire-là, et je suis seul à le faire. Méditez ce titre. L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle. Or, qu'est-ce que j'ai dit? Que depuis Galilée, il y avait un consensus, un compromis, qui a voulu reprendre Stephen Jay Gould, mais qui ne tient pas malgré la volonté de Stephen Jay Gould, qui est en plus un ami personnel et que j'admirais énormément, c'est un de mes maîtres. Eh bien, Darwin, en 1859, il rompt complètement ce qui a été la tradition du dualisme occidental. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, mais ça c'est notre ami Étienne Klein qui le raconte, il y a une rencontre au Vatican, à l'Académie pontificale, entre Stephen Hawking, qui vous savez est un homme absolument génial, mais qui souffre d'un handicap considérable, et pas discernement en tout cas, et il rencontre Jean-Paul II, qui vous savez était parkinsonien. Donc la scène devient complètement surréaliste. Imaginez Jean-Paul II qui arrive parkinsonien, voir Stephen Hawking, et il lui dit à l'oreille, semble-t-il, donc c'est pour ça, c'est semble-t-il, il dit, mon cher professeur Hawking, nous sommes bien d'accord. Après la création, c'est vous, avant, c'est nous. Et donc, on retrouve donc cette séparation des magistères, et c'est pour cette raison que Darwin pose une réelle difficulté, en ce sens où il rompt avec la tradition occidentale, et quand il écrit cet autre grand livre tellement négligé en France, qui s'appelle La filiation de l'homme en relation avec la sélection par le sexe, et avec un livre derrière qui est fondamental, qui s'appelle L'expression des émotions chez l'homme et les animaux. Vous voyez la différence? L'expression des émotions, non pas chez l'homme et l'animal, il dit chez l'homme et les animaux. Donc comme Jacques Derrida d'ailleurs, il fera la distinction entre l'animal, qui est une catégorie ontologique qui nous vient de la philosophie, et les animaux, qui sont évidemment plus ou moins proches de nous. Et vous voyez comme les mots prennent une importance considérable en disant l'origine des espèces. Darwin rompt ce compromis en disant que les scientifiques peuvent toucher à la question des origines, que c'est du domaine des sciences à l'heure actuelle, et que par conséquent, évidemment, à partir de là, la théologie va se sentir de plus en plus menacée, et la métaphysique, et c'est de là que vient ce grand conflit à l'heure actuelle. Et donc du coup, et là je ne suis pas tout à fait d'accord, ni avec Stephen Jay Gould, ni avec Richard Dawkins, qui a écrit God Delusion, c'est-à-dire l'illusion de Dieu. L'illusion de Dieu, alors qui fait référence, il ne le dit pas dans son livre, mais évidemment, le livre de Freud sur une illusion, alors ça évidemment ça vient de là. Et donc tout à fait clairement, ce qui est passionnant dans cette affaire-là, la question qui m'a été posée, qui a été posée à Luc, c'est celle-ci, et que je livre évidemment à nos échanges à partir de maintenant. Est-il légitime pour les scientifiques de se poser la question de l'existence de Dieu? Merci Pascal pour cette conférence qui nous a promenés à travers les siècles
comme l'avait fait Luc Ferry précédemment. Je vois un certain nombre de personnes s'en aller, mais d'autres rester. Nous, on nous a donné un petit temps de radio, même si, vous le savez, il y aura un grand nombre de livres que vous allez retrouver au rez-de-chaussée. Ah non, juste à côté, juste à côté. Et je pense qu'un certain nombre d'entre vous voudront les retrouver, ces livres. Je cite d'ailleurs deux ou trois de vous, Pascal, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, mais vous avez écrit Lucie et l'obscurantisme en 2007 chez Odile Jacob. Le monde a-t-il été créé en 7 jours aux éditions Perrin en 2009. Et j'oublie pas le plus récent, Le retour de Madame Néandertal. Ah, j'adore celle-là. Il y a une deuxième phrase. Comment être sapiens? Et oui, vous voyez, d'ailleurs, merci au passage, c'est formidable de réunir des scientifiques, des théologiens et des philosophes, parce que, indépendamment du postulat de la séparation des magistères, on le voit bien, et comment être sapiens, ça évoque, vous le savez bien, Montesquieu, et comment être persan, sauf que dans ce livre, qui est un conte philosophico-anthropologique, mais basé sur les connaissances actuelles, ça vient d'un genre philosophique, ça ne vient pas des scientifiques, et en fait, on remplace les Parisiens par les Homo sapiens que nous sommes, et on remplace donc nos deux personnages persans par Madame Néandertal, c'est assez décapant. Donc voilà, mais le tout c'est de dire, est-ce que c'est un livre scientifique ou un conte philosophique? Il faut afficher le genre auquel on est, bien sûr, et on voit bien qu'on ne peut pas se passer les uns des autres. Donc s'il y a 2 ou 3 questions, à moins que vous protestiez et ayez envie de sortir tout de suite, non, voilà. Il protège, il a le poing fermé, j'ai vu. Monsieur, on vous apporte un micro. Alors, au passage, je dois dire que je suis lecteur de Sciences et Avenir depuis une époque où il était en noir et blanc, c'est-à-dire à peu près une bonne cinquantaine d'années. Donc Merci. vous avez suivi son évolution. Merci pour la préhistoire. À propos du sujet initial de votre intervention, je voudrais soulever un point dont on ne parle pas assez quand on parle de science. Parce que, après tout, les créationnistes peuvent dire, nous on a une explication, vous avez une explication, pourquoi privilégierait-on une explication plutôt qu'une autre? Mais la science, ce n'est pas seulement l'explication, c'est aussi le pouvoir de prédiction. Quand on a une théorie de la gravitation, on peut dire si je prends un objet, il va tomber, je fais l'expérience, et ma théorie a permis de prédire le mouvement de l'objet. Or, si les théories religieuses ont un pouvoir d'explication, on ne peut pas le nier, elles n'ont aucun pouvoir de prédiction. Et c'est ça qui fait la grosse différence. Alors, vous avez tout à fait raison, et c'était ça qui était tout à fait clair dans ce procès de 1982, autour donc de la science des créationnistes. En fait, ils revendiquaient une égalité d'explication en classe de sciences. Mais ce n'est pas de la science, parce que ce n'est pas la méthode scientifique. Donc effectivement, vous avez raison, j'ai rappelé le critère de réfutabilité que celui de Karl Popper, mais évidemment, vous avez celui de la prédictivité, etc. D'ailleurs, on voit bien la réfutabilité quand il faut la mettre en place. Il faut être capable de proposer des hypothèses sur lesquelles on va faire des recherches et on espère trouver donc, ou pas, ce qui va confirmer le modèle, comme j'ai évoqué avec les science story, donc d'Yves Coppens. Donc merci pour cela, monsieur, de cette précision. C'est formidable. Merci. Une autre question? Ah, tout le monde est brusquement très silencieux. Ah, il y en a une là-haut. Alors, en attendant que monsieur le micro, je peux vous surprendre, mais j'introduis tous les ans, c'est très récent, l'Institut des hautes études des mondes religieux. Ça existe que depuis 2 ans. Et quand j'arrive, alors c'est très centré sur les 3 grands monothéismes, bien évidemment. Et je leur dis, en les introductions, je suis très heureux d'être devant vous, et je vais avoir le bonheur de vous expliquer qu'il se passait 2-3 petites choses avant la création. Et bonsoir à nouveau. Le titre du colloque, c'est Dieu et la science. Oui. Bon, c'est vrai, Dieu, bon, il n'est pas là. Hein. La salle était complète, donc... Dieu n'est pas là. On va parler de quelqu'un qui n'est pas là. Et il y a la science, et on a l'impression, après l'intervention de M. Thierry et vous-même, que nous sommes tous du côté de la science, et on attend que Dieu existe ou n'existe pas. S'il n'existe pas, c'est son problème, etc. Mais moi, je pense que l'histoire de l'humanité n'est pas dans le fait que l'homme est capable de découvrir les lois de la nature. Elles existent.
sans la théorie de Newton, des choses tombaient, même sans savoir que la théorie existe. Enfin, si vous prenez l'avion, c'est plus sympa de savoir comment ça fonctionne. Alors, la science permet à l'homme de progresser et de prendre l'avion. De toute façon, dans la Genèse, c'est marqué. Il y a un commandement dans la Genèse. On croit, on ne croit pas, mais il y a un commandement qui est très explicite et qui donne la liberté aux savants. Il dit à l'homme, tu domineras les oiseaux du ciel, tu domineras Oui, c'est une des parties les animaux qui rampent. Ça permet à l'homme de dominer le monde et donc de le comprendre et d'affronter le monde. Ça, comprendre, je ne suis pas certain, parce que qu'on a dominé les animaux, on a mis longtemps avant de comprendre comment on se comprend. C'est savoir être. Par exemple. Le fait d'avoir créé un avion, c'est de savoir voler, mais d'une autre manière. C'est pour ça qu'on domine les oiseaux. D'accord. Que les lois de la nature sont là, je suis bien d'accord. L'aventure humaine, elle n'est pas dans la science. La science, ce n'est que quelque chose qui aide l'homme à améliorer son sort sur cette terre. La science, c'est une démarche de la connaissance, monsieur. Connaissance, que les connaissances de la science puissent améliorer leur sort, on est bien d'accord. Attendez, je vous réponds. Le savant, l'aventurier, il découvre. Laissez Pascal Pic répondre, vous répondre. Comment ça Mais comment ça, il invente rien Il n'invente rien, il découvre. Il n'invente rien. C'est à partir de ses découvertes. C'est un autre colloque. Non mais attendez, et découverte. les scientifiques ne sont pas des créateurs, si c'est ce que vous êtes en train de dire. Donc on n'est pas en train de façonner l'univers, on décrit l'univers, mais c'est pas pour ça que nos actions sont des actions médiocres. Donc il faut arrêter cela. Mais je suis désolé, les scientifiques inventent, et depuis Galilée, soyons très clairs, toutes les formes de connaissances pré-scientifiques ont existé dans beaucoup de grandes civilisations, les Chinois, les Indiens, les Arabes, Averroès qui était cité tout à l'heure, enfin je ne sais pas comment Luc Ferry a parlé d'Averroès, mais notre culture et la Renaissance n'auraient jamais existé en Occident sans l'héritage arrivé par l'islam des Lumières, comme le dit mon ami Malek Chebel, et les commentaires avec Averroès, Avicenne et compagnie. Donc on leur doit énormément aux Arabes. Mais l'Occident, en tout cas la démarche de Galilée, elle a quelque chose qui est lié à l'invention, monsieur, parce que vous, ce que vous dites dans votre propos, c'est l'observation. Alors l'observation, c'est déjà le début d'une démarche scientifique, je suis d'accord avec vous, mais lorsqu'il faut inventer des instruments pour modifier les lois de la nature pour mieux les déceler, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'expérimentation, eh bien, tout ce que Dominique Lebu d'ailleurs aime beaucoup et censé venir, les découvertes de l'univers et du cosmos, comme le dit François Jacob, nous avons une réalité biologique qui est celle qui nous a été léguée par l'évolution, qui nous permet d'observer le monde avec évidemment nos organes d'essence qui sont légués par l'évolution, mais à partir du moment où on invente des objets pour percevoir des ondes et des aspects du monde qui échappent à notre réalité virtuelle, les scientifiques sont des inventeurs d'instruments qui nous amènent dans des mondes que jamais personne n'a observés. Mettez-vous dans la peau de Galilée, quand en 1610, il prend une lunette, il le voit, ce que jamais personne n'avait vu jusque-là, depuis que les hommes existent, depuis 2 millions d'années. Si ce n'est pas de l'invention, monsieur, je ne sais pas ce que c'est. Merci.